En fait, vous savez, comme j'avais commencé à dire dans la stratégie de prise en charge, les gens prennent en charge, euh, mais on ne se focalise pas au vrai problème du toxicomane. Ok. Parce que les gens ne voient que le produit et ce qu'ils peuvent entraîner dans l'immédiat. Mais les gens ne cherchent pas à comprendre pourquoi la personne est addicte, pourquoi la personne est dépendante au produit. Et c'est ça le problème par rapport à la rechute. Si la personne rechute, c'est parce que il n'y a pas eu toute une réflexion autour de la prise en charge avant de commencer à soigner. Okay. Et là, on va dire, voilà, comme il est là, l'objectif, la communauté veut que la personne arrête. Et il va arrêter comment? Les comment là, il faut que les gens trouvent la réponse avant de savoir que nous l'amenons là, on va le soigner. Mais si, et l'étayage qu'il faut pour empêcher la rechute n'existe pas, la personne va rechuter. C'est ça le grand problème. Est-ce que vous avez également des femmes qui viennent comme ça à Panzi, toxicomanes? Effectivement, notre sœur a expliqué bien les conséquences qu'une femme qui vit avec un toxicomane peut présenter, mais également une femme qui est toxicomane. Eux ne viennent pas pour la drogue, mais ils viennent parce qu'il y a une souffrance émotionnelle, souffrance psychologique très élevée, ou déjà les signes du traumatisme psychologique, dans un état de stress post-traumatique ou un tableau de dépression, il arrive avec ces tableaux-là. Maintenant, lorsque nous sommes en train de rechercher pourquoi ces tableaux, c'est là que nous allons nous rendre compte que soit elle est partenaire d'un toxicomane, soit elle-même elle est toxicomane. Et là, nous organisons la prise en charge d'abord de ce qui a amené la personne, mais avant la sortie, il y a ce que nous appelons team multidisciplinaire, où nous devons nous mettre ensemble le psychiatre, le médecin généraliste, le psychologue, les assistants sociaux et la famille, et nous discutons maintenant comment la personne va sortir, comment faire pour qu'il n'y ait pas de rechute. Malheureusement, il y a toujours échec. La rechute, elle est toujours là. Parce qu'on ne touche pas les causes. On ne touche pas vraiment la vraie cause. Parce que il faut pas voir seulement la consommation. Ces gens qui consomment, en fait, ils ne sont pas du tout mauvais. Ces gens qui utilisent la drogue, s'ils volent, ce n'est pas parce qu'il est volé. D'abord, il consomme, c'est pour régler un problème par rapport à lui-même ou par rapport à son environnement. Il n'est pas en mesure de supporter la souffrance qu'il a par rapport à une situation vécue. Et il sait qu'avec la drogue, il va se sentir à l'aise, il va se sentir dans un monde d'extase, il va en consommer, il oublie tous les problèmes qu'il a, mais quand les produits s'éliminent, la souffrance, elle est encore là. Donc, vous comprenez qu'elle consomme parce qu'il y a une souffrance quelconque. Mais nous, quand on nous amène, par exemple, on va dire seulement que, voilà, elle consomme, on veut qu'elle arrête. Elle arrête comment? Ou bien il arrête comment? Mais la personne doit arrêter si les problèmes qui la poussent à consommer est bien géré. Et lorsque nous avons ces problèmes de comprendre pourquoi il consomme, on ne sera pas en mesure de prévenir la rechute. Ça, c'est le problème qui est là. Le deuxième problème, c'est vraiment politique. Parce que l'État doit mettre en place des stratégies, des structures, des gestions des toxicomanes. Je ne dis pas des soins, je dis des gestions des toxicomanes. Il y a un programme national de lutte contre la toxicomanie. Et ça doit être multicentrique. Ça doit être multicentrique et pluridisciplinaire. Même à Kinshasa, c'est seulement les papiers. C'est dans les bureaux. C'est seulement à l'hôpital de Kitambo, c'est fini. Même à Kitambo, il n'y a rien. Ce sont des papiers. Ok. Parce que moi, je connais très bien les circuits là. Alors, on doit mettre en place tout ce qu'il faut. C'est multicentrique, multidisciplinaire, multidirectionnel. Okay. Parce que quand on parle de la toxicomanie, c'est pas le ministère de la Santé seulement. Le ministère de l'Intérieur est impliqué aussi. Le ministère des Affaires extérieures est impliqué. Là, vous êtes déjà dans les recommandations. Parce qu'on doit identifier, je suis en train de montrer comment il y a une défaillance et une exposition à la rechute. Parce que la dépendance, elle est toujours là avec la rechute. Voilà. Donc, si on n'arrive pas à identifier tous ces circuits-là, comment gérer la circulation, comment entretenir ces consommateurs, on aura toujours
des rechutes, des rechutes, des rechutes, des rechutes. Et voilà, pour répondre à la question, pourquoi il y a toujours ces genres de rechutes. Donc, il y a un problème d'identification de la cause par rapport à la consommation qui fait que l'orientation de la prise en charge ne sera pas axée sur les problèmes, mais sera axée sur les conséquences. Et qui gère les conséquences, c'est comme boucher une source là où il va déverser l'eau, mais pas à son origine. Le problème sera toujours là. Alors, dites-nous, il y a un problème de pauvreté, mais les gens viennent quand même pour des cures de désintoxication. Est-ce qu'ils y arrivent? Ils arrivent à payer les frais de désintoxication? Merci. En fait, le problème, ce n'est pas la pauvreté, mais moi, le problème, c'est la fuite des responsabilités de l'État. Nous avons l'autorité de l'État à côté de nous, de la commune d'Ibanda, et j'ai déjà assisté plusieurs fois aux activités qu'ils organisent dans ce cadre. Nous étions ensemble à Panzi, lorsqu'il fallait animer des jeunes pour la lutte contre l'abus d'alcool à Panzi, avec la bourgmestre de la commune d'Ibanda, et elle a parlé, elle a montré ce qu'ils font, c'est déjà bon. Maintenant, la prise en charge des toxicomanes, c'est quelque chose qui doit être supporté par l'État. Sont des démunis, sont des œuvrés, les gens qui n'ont pas du travail, sont des malades pour la plupart. Et encore sont des pathologies qu'on dit des pathologies à longue durée. Quelqu'un qui a un problème de personnalité, même si vous soignez, cette personnalité décompensera toujours à chaque fois qu'il sera frustré. À chaque fois qu'il est frustré, il va décompenser parce qu'il a une personnalité psychologique qui est fragile. Alors, il doit y avoir une subvention de l'État pour prendre en charge ces gens qui sont pauvres. Pour moi, la pauvreté, ce n'est pas ça le problème parce que tout le monde est pauvre à un degré donné, mais c'est un problème de prise de conscience et de responsabilité de notre État. C'est ça, moi, la cause. Parce que si l'État dit, moi, je mets un plan, les partenaires de l'État, techniques et financiers, toutes les ONG qui sont ici à Bukavu, sont des partenaires techniques et financiers de l'État et ils ont le devoir et l'obligation de s'aligner à la politique nationale que l'État met en place pour la prise en charge. Ça, c'est une obligation. C'est pas à dire que non, il va appuyer l'État parce qu'il veut. Non. Il doit venir appuyer ce que l'État envisage pour sa population. Mais ce n'est pas le cas pour notre ville. Le bailleur, il arrive avec son plan, l'État lui propose, il rejette, mais vous allez le voir, il va exécuter. Et pourtant, il doit prendre d'abord en compte les problèmes de l'État et l'appui que l'État a besoin. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Alors, docteur Amani, dites-nous, le service de psychologie à Panzi, c'est depuis quelle année? Est-ce que la fréquence des consommateurs de tabac augmente au fur et à mesure ou bien elle baisse? Exactement. Le service de psychiatrie a commencé depuis 2018. L'objectif était d'abord de prendre en charge de survivantes de violences sexuelles avec des complications sévères sur le plan psychologique. Mais à un certain moment, on s'est rendu compte que les toxicomanes dans les services dépassent tout le monde. Donc là, en ce moment-ci, si vous arrivez à voir nos statistiques, vous allez voir la toxicomanie prend la première position comme cause des maladies mentales. Parce qu'on amène quelqu'un avec un problème mental, mais on n'amène pas la personne pour la cause. Il fume, il boit, il perturbe tout, il fait tout. Mais les jours qu'ils vont voir qu'il devient insupportable de par son comportement, c'est ce jour qu'on va l'amener à l'hôpital. Maintenant, quand nous essayons un peu de voir autant des malades que nous avons reçus au service, on remonte à l'analyse des facteurs. Vous trouvez, c'est vrai, il y a d'autres facteurs, mais le facteur déclenchant, l'abus de substances. Donc, la majorité de ceux qui ont des problèmes de santé mentale, les causes de ces problèmes de santé mentale, c'est la consommation de la drogue, du tabac et des boissons fortement alcoolisées. Exactement. Et de 2018 à nos jours, nous sommes à 1119. 1119 cas. Oui. Et ça, ce sont ceux qui sont venus vers vous seulement. Ceux qui sont venus, ce n'est pas la toxicomanie. Nous avons découvert la toxicomanie, c'est en analysant les facteurs. Ils sont venus avec un problème
psychologique quelconque, une maladie psychiatrique, voilà un problème, la famille l'amène parce que la famille veut qu'il abandonne. Et c'est là que nous allons identifier que les grands facteurs, c'est la drogue, c'est l'alcool, la drogue, c'est l'alcool. Bon, il y a d'autres types de dépendances, comme les addictions aux jeux, les addictions avec les paris bar, paris foot qu'il y a en ville. Il y a les addictions au sexe partout là, les addictions au sport, les addictions à la prière. Mais quand vous regardez les types d'addictions... Les addictions à la prière. Exactement. Il y a, quand vous regardez, vous allez trouver que la toxicomanie est en première position avec les 1119 cas dont je vous parle. Expliquez-nous un peu, les addictions à la prière, comment ça se fait? En fait, les gens ne comprennent pas. Les gens, eux, croient que c'est normal que tout le monde devienne, devienne pasteur, intercesseur. Les gens qui vont passer toute la journée en s'enfermant dans une petite chambre au lieu d'aller travailler. Et quand vous comparez un peu pourquoi ces gens vont dans ces petites chambres-là, et vous comparez pourquoi ces jeunes consomment, pourquoi ces jeunes se droguent, ou ces vieux, ou tous les gens qui utilisent la drogue, les problèmes est le même. Ok. La réponse, la solution recherchée est la même. Donc, la même solution que les toxicomanes recherchent, c'est la même solution que la plupart des gens qui sont dans ces chambres-là recherchent. Les mêmes problèmes qui poussent les gens à devenir toxicomanes, c'est les mêmes problèmes qui poussent ces gens à s'enfermer, voilà, dans les chambres de prière. Et alors, à un certain moment, la personne va vous dire, quand est-ce que la personne va devenir dépendante à la chambre de prière? C'est lorsqu'elle est incapable de faire autre chose utile pour la vie, et il va s'enfermer toujours à la chambre de prière. Ah oui. Vous allez voir que c'est pas différent d'un toxicomane qui va s'enfermer à la drogue et il va abandonner les autres aspects de la vie. C'est la même chose. Donc, il y a des addictions à la prière. Exactement. Merci beaucoup, Dr Ramani. Nous allons prendre l'habitude de vous consulter comme ça à la radio pour savoir, peut-être qu'on est tous malades, on ne sait pas, quelque part. On est malade et voilà, on parle des mauvais esprits, mais des fois, c'est la maladie. Ça fait partie de ce qu'on appelle les addictions sans substance. Mais ici, je pense que à Bukavu, il y a Bukavu et Kinshasa qui sont vraiment en tête par rapport à l'addiction à la prière. Ok. Oui. Alors, la dernière question que je veux vous poser, des recommandations à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire aux autorités compétentes, donc les législateurs, l'exécutif, les pouvoirs judiciaires, à la population également, mais également aux organisations de la société civile, parce que la question des luttes contre la drogue, la toxicomanie, on n'en parle pas assez, hein. Exactement. Lorsque nous regardons les degrés ou l'ampleur du problème, moi je pense que nous sommes dans une société en dissociation. Okay. C'est ça les termes que j'ai là. Les gens pensent que nous sommes résilients parce que nous avons traversé les choses semblent impeccables, mais nous sommes dans une société en dissociation. Parce que le degré de banalisation des choses a dépassé même les limites. Alors, moi, je voulais dire que on doit encore refonder les choses. On doit réorganiser les choses et réorienter les choses. Parce que si je me demande que fait le ministère de l'Intérieur par rapport à la question d'abus de substances, que fait ce ministère des Affaires extérieures par rapport à ça, que fait le ministère de la Santé, que fait les autres institutions de l'État comme l'OCC, DGI, DGDA et les autres, je trouve que tout le monde doit être impliqué. Et moi, j'ai résumé un peu les niveaux d'intervention en 3 éléments. Le système de surveillance du circuit. Le système de surveillance du circuit, d'abord identifier les fournisseurs à partir de l'extérieur du pays, le voie d'entrée, les fournisseurs à l'intérieur du pays, et identifier les marchés et les utilisateurs. Ça, c'est la première des choses qui doit être en place parce que chaque pays où il y a la drogue,
il existe un système de surveillance. Ok. On surveille les circuits. La deuxième des choses, c'est la politique de réduction des risques. Et cette politique de réduction des risques touche tous les niveaux d'intervention au niveau d'une société. L'État, il va y intervenir pour les stratégies et la régulation. Ils vont utiliser les partenaires locaux, on les appelle comment, les sous-unités de la société civile pour la mise en action, mise en œuvre. Et il y aura aussi un système de contrôle de l'État. Dans la politique de réduction des risques, on doit revoir la politique de l'offre et de la demande. Ok. Parce que si les produits circulent librement, si le produit est moins cher sur le marché, il sera plus utilisé et plus consommé et en désordre. Mais s'il y a un système de contrôle de l'offre et de la demande, il y a lieu à partir de la gestion de ce système de réduire la consommation. La troisième des choses dans les systèmes de réduction des risques, il faut savoir que les toxicomanes, en utilisant ces drogues, ils s'exposent à la réduction de la durée de vie. Ok. Vous allez voir, par exemple, ceux qui inhalent les produits, pour la plupart, ils vont développer des pathologies pulmonaires comme la tuberculose et les autres. Ceux qui utilisent des injections, ils vont développer les maladies qui peuvent passer par les sangs, entre autres le VIH, SIDA, l'hépatite. Vous allez voir que du fait qu'il n'y a pas de barrières sanitaires dans les ghettos et des endroits de consommation, il y aura d'abord les cancers que les gens vont développer dans les milieux parce qu'ils sont des fumeurs passifs de ces drogues. Il y a aussi les phénomènes Covid et aujourd'hui nous faisons face à une nouvelle épidémie, monkeypox. Ces gens n'ont pas de limites, de barrières de protection et ils peuvent facilement faire circuler ces virus dans la ville et contaminer les gens. Donc, au niveau sanitaire, il doit y avoir quelque chose de stratégique indiqué pour les toxicomanes, afin de réduire la pullulation de ces maladies contagieuses que nous pouvons avoir. Toujours dans cette politique de réduction des risques, on a la distribution des intrants comme les seringues. Ailleurs, en Suisse, vous allez retrouver, il y a même des poteaux où il y a des seringues qui sont disponibles et la drogue est disponible et il y a même le système de recyclage qui est là. Il utilise, il s'injecte, il met dans le système de recyclage, ça recycle la seringue et ça l'installe quelque part. L'autre toxicomane, il peut passer, c'est en rapport à la gestion de l'état de manque qu'ils vont l'utiliser. Il ne sait pas, il sera en état de manque à quel endroit. Voilà pourquoi ces potons sont partout dans les pays en Suisse. Il peut arriver, il est dans le manque, il va utiliser et il laisse là, l'autre arrive. Ça lui permet de réduire les taux de criminalité, ça permet de réduire les taux d'insécurité parce que c'est en état de manque qu'un toxicomane devient dangereux. Mais un toxicomane n'a jamais été dangereux. D'ailleurs, si vous le retrouvez, ils sont très gentils, très cool, obéissants. Vous parlez avec lui, il vous écoute, il vous respecte, il ne vous agresse pas. Mais s'il entre en manque, ça veut dire que la drogue s'élimine dans le sang, dans le corps. Là, il commence à sentir les douleurs, il commence à sentir des malaises. C'est là il devient un peu agité, irritable, agressif. Et tout ça, c'est pour avoir quelque chose pour acheter et pour s'en en procurer. Donc, cette agressivité et irritabilité ou criminalité que nous observons sont des stratégies pour eux, pour avoir le moyen, pour avoir la drogue et calmer leur malaise. Et c'est en ce moment-là qu'ils peuvent venir danger. Donc, quand on parle de la réduction des risques, on doit avoir un système qui va prendre en compte tous ces aspects dont on vient de relever là. Et enfin, c'est la disponibilisation de produits substitutifs de ces drogues. Est-ce que vous vous imaginez que dans tous les pays, nulle part où on a de la méthadone, parce que sans méthadone, les héroïnomanes qu'on appelle communément sniffers ici à Bukavu, ils vont nous exterminer. Et c'est la drogue la plus difficile et la plus compliquée à gérer, c'est l'héroïne. Et quand il est en état de manque, là, c'est soit la mort, soit il a des produits. Et s'il n'a pas de produits, sachez bien qu'il
il y aura quelque chose qui va disparaître dans son entourage. Et s'il a du mal à faire disparaître quelque chose pour en avoir, il va tuer. Ceux qui tuent les braders ici chez nous, à la route, à Goma, ce sont des héroïnomanes. Parce qu'ils ne supportent pas cet état de manque et ils n'ont pas de moyens pour en avoir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tuer pour avoir de l'argent. Il faut voler. Alors, nous devons avoir ce système. Moi, je propose les 3. Donc, système de surveillance des circuits, la politique de réduction des risques et la disponibilisation des substituts dans les structures de soins. Ça peut nous aider à vraiment bien contrôler la situation, réduire la criminalité, réduire l'insécurité au niveau de la vie et permettre à ces jeunes à bien évoluer. Parce que dans la réduction des risques, on peut aussi créer des emplois. Ok. Oui. Et c'est à l'État de nous proposer ce système. Et puis, les partenaires techniques et financiers qui sont dans les pays, c'est à eux d'accompagner l'État, d'appuyer l'État. Donc, l'État ne peut pas aller demander, non, donnez-nous l'argent parce qu'on a ça. Non. L'État doit dire, vous êtes 50 ici, ONG. Nous avons un sérieux problème. Aidez-nous à résoudre ces problèmes. C'est à ces ONG de voir quelles sont les lignes que nous pouvons affecter pour aider l'État congolais à gérer ces problèmes. Okay. Mais ici, chez nous, au lieu que ce soit les partenaires qui vont s'aligner à la politique de l'État, c'est l'État qui va s'aligner à la politique des partenaires. Ce qui n'est pas admissible partout au monde. Au Rwanda, les partenaires s'alignent à la politique de l'État. Au Kenya, même chose. J'ai fait le Sénégal, même chose. Mais ici, chez nous, c'est nous qui allons nous aligner. Le partenaire, il vient, il dit, voilà, dans la toxicomanie, je vais faire ceci. Mais nous connaissons très bien ce qu'il va faire, ça ne va pas nous aider. Ça n'aura pas d'impact. Au lieu de lui dire, nous, c'est pas ça les problèmes. Nous, les problèmes, c'est ça. Et si nous voulons pas, si tu ne veux pas, tu pars. Ok. Ça n'existe pas. Merci beaucoup, docteur.